Mais Enfin, en revanche, le couple de la Ferté-Saint-Aubin qui a été condamné par la justice pour avoir recueilli et élevé 2 marcassins, leur mère avait été tuée durant une partie de chasse. Est-ce qu'on pourrait les contacter, ces personnes? Moi, je trouve que ça serait bien oui, quand même. je veux bien, il n'y a pas de souci. Hein? Je vais me mettre au travail. Bah oui, Ah, enfin, il serait il est temps. 11h05. Je pensais que vous auriez eu l'idée tout seul. Oui, non, pas forcément, mais je vais le faire. Faut que avec je grand fasse plaisir. tout dans cette émission. Bon, bonjour monsieur Ben, Olivier bonjour à Guénec. tous. Ça va? Comment ça va? Ah, magnifique, quand je vous vois comme ça en pleine forme, ça me fait En pleine plaisir. forme, je dirais pas jusque-là. Non, mais je bon. rigolais, hein, c'était ironique. Bon. Plus d'un Français sur deux ne fait pas confiance à la justice. Résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews. Est-ce votre cas? Comment en est-on arrivé là? Êtes-vous méfiant à chaque décision? Les prises de position de syndicats, notamment de la magistrature, après l'attaque du bal à Crépol par des jeunes d'un quartier et la mort de Thomas, les prénoms des agresseurs, des placés en garde à vue ne sont pas sortis tout de suite. Je vous propose peut-être d'écouter Robert Ménard sur ce sujet. Pour l'instant, le refus pendant près d'une semaine de donner les prénoms de peur d'alimenter tout ça m'incite pas à une grande confiance. J'espère, je connais pas le magistrat, je vais pas parler d'un dossier que je ne connais pas, mais enfin quand vous le dites, il y a 9 personnes qui parlent, oui, on va planter des blancs, écoutez, une seconde, juste le bon sens, si les types avaient dit on va planter des noirs, est-ce que quelqu'un aurait hésité à dire que c'est un propos raciste? Personne. On aurait dit c'est scandaleux et tout. Bon, c'est pas faux, me semble-t-il, ce que dit monsieur Robert Ménard. Alors, il y a également l'affaire du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Il a été jugé pour prise illégale d'intérêt. Il a été déclaré non coupable. Il a été relaxé hier par la Cour de justice de la République. Écoutez ce qu'il disait hier soir sur France 2. Moi, je veux tourner la page, même si c'était quelque chose de douloureux. Et je veux reprendre le cours ordinaire de mon travail. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis resté, après la décision, au Palais de l'Élysée pour rencontrer le président de la République. Bon, nous allons pouvoir commencer le débat et avec les auditeurs et notamment Audrey. Bonjour Audrey, vous nous appelez d'où? Bonjour Pascal, je vous adore. Je vous appelle de Lyon. D'abord, on a une pensée pour Gérard Collomb parce que j'imagine que c'est un maire que vous avez beaucoup aimé. Peut-être avez-vous voté pour lui, mais en tout cas, il faisait l'unanimité par l'homme qu'il était. Et c'est important, au-delà de l'aspect politique, d'être un homme de qualité, un homme bienveillant et un homme qui aura su être aimé de tous les Lyonnais. Tout à fait, tout à fait. Et on apprécie aussi que ces dernières paroles à l'Élysée aient été médiatisées puisque finalement elles sont retentissantes dans l'actualité. Vous voulez dire côte à côte et face à face? Tout à fait, tout à fait. Bon, sur la justice, quel est votre sentiment, Audrey? Alors, déjà, merci de nous permettre de nous exprimer, nous, la majorité silencieuse, à ce sujet, puisque de toute façon, quand on regarde les autres médias, c'est toujours le même discours qui nous est donné. Moi, ce que je voudrais dire, c'est forcément qu'il y a de la méfiance générale, puisque quand on regarde les médias aujourd'hui, ou quand on regarde ce qui se passe dans l'actualité, que ce soit le sénateur Joël Guerriau, lui aussi soupçonné d'avoir drogué une députée, on se demande mais comment ça se fait qu'il soit au pouvoir? Il n'y a pas des tests tous les ans comme à la SNCF. Quand on parle effectivement de l'affaire Thomas, la justice qui est censée être juste dans la justesse, aujourd'hui on a l'impression qu'elle est politisée selon les intérêts propres. Et j'ai l'impression, de ce que je suis en train de voir, qu'elle est soumise à la tyrannie d'atmosphère, soumise au pas de vague. On sait qu'ils ne s'imposent pas à l'ultra-gauche, parce qu'elle est plus encline à faire le chaos dans la rue. Donc c'est toujours les mêmes qui se tiennent à carreau. Et avant qu'on me tague de quoi que ce soit, je tiens à préciser que je votais écolo. Non, mais j'entends ce que vous dites parce que vous traduisez un sentiment qui est ressenti par beaucoup. Et c'est vrai que c'est très bien que la justice ait été très forte sur ce qui s'est passé avec les manifestations d'ultra-droite. Mais certains ont eu le sentiment que la main était plus lourde avec ces militants de l'ultra-droite qu'elle ne l'avait été, par exemple, avec les émeutiers du mois de juin dernier. Tout à fait. Et moi, je me sens totalement abandonnée par l'État et par la justice sur plein de sujets. Je suis une femme, j'habite à Lyon, il y a l'insécurité qui monte, etc. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a l'impression que est en place une justice un peu tyrannique qui va être forte avec les faibles et faible avec les forts. Alors, on nous parle tout le temps de ultra, giga, méga droite, mais on nous parle jamais d'ultra gauche. Et faut savoir que, dans les faits, c'est eux qui commencent à être
avoir des actions fascistes, tout simplement. C'est-à-dire que ils nous donnent des leçons en permanence avec la violence. Si on n'est pas d'accord avec eux, ils nous insultent. Comme si, à part eux, n'avaient jamais de compassion pour les migrants, pour les injustices, sauf qu'ils choisissent bien les sujets. Les hommes blancs n'ont pas ce privilège. Quand on parle des insécurités, je suis une femme, je sais de quoi je parle. Vous avez quel âge, Audrey ? J'ai 30 ans. Et quand vous dites que vous sentez abandonné par la justice, est-ce qu'il vous est arrivé d'être agressé dans la rue ces derniers temps ? Est-ce que il s'est passé quelque chose qui tombait sous le coup de la loi ? Permettez-moi ce petit rictus. Chez moi, c'est au quotidien. C'est au quotidien. J'ai même écrit à la mairesse de mon arrondissement à Lyon. Je n'ai jamais reçu une seule réponse. Je leur parle de ces agressions d'harcèlement qui sont au quotidien, de ces violences gratuites. Mais par exemple c'est toujours pardon, hein, là je vais dire quelque chose qui ne plaît pas, mais c'est toujours le même type de personnes qui viennent nous siffler. En plus, ils ont un nouveau moyen de nous harceler, c'est-à-dire qu'on marche dans la rue, on marche tout droit. Ils marchent devant nous, donc on va s'écarter. Ils vont s'écarter pour qu'ils nous rentrent dedans. Ça, c'est ce genre de micro-agression qu'on vit tous les jours. Toujours le même type de profil. Je suis désolée de le dire, mais c'est pas Jean-Eudes comme on essaye de nous persuader. On marque une pause et on revient, Audrey, parce que ce que vous dites est très intéressant. On revient à 11h11. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud et vous réagissez à ce numéro. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et on retrouve Audrey qui témoigne au 01 80 20 39 21, Pascal. Et nous étions sur un sujet, les Français n'ont pas confiance en la justice, mais Audrey dérivait sur ce qu'elle vit au quotidien et évidemment ça nous intéresse parce que moi ça me surprend quand vous dites au quotidien que vous êtes agressé au quotidien. Moi, je suis quand même étonné de cela, cher Audrey. Et vous rapportiez quelque chose à l'instant. Donc, le quotidien, c'est quelqu'un qui marche devant vous, c'est bien cela, et qui ne veut pas s'écarter lorsque vous voulez le dépasser. Alors ça, c'est rien comparé à ce qu'on vit tous les jours. Moi, je m'habille en sac à patates avec des lunettes de soleil, un casque sur les oreilles, oui, pour pouvoir faire diversion lorsqu'on m'interpelle. Et c'est toujours le même type de personnes qui vont m'interpeller. Elles sont là toute la journée, on ne sait pas trop ce qu'elles font. Elles attendent au café. Moi, je vais vous dire, j'habite donc un quartier populaire de Lyon, contrairement à beaucoup de la bourgeoisie de LFI qui ne connaît pas ça. J'ai environ 4 points de deal dans ma rue. Donc des barbiers qui travaillent la nuit, qui sont vides le jour, des kebabs où on retrouve tous les trafiquants le midi et le soir. Il n'y a pas un jour où je sors où ça ne sent pas les odeurs de marijuana ou quoi. Il y a 4 points de deal dans votre histoire. Mais quand vous dites, pardonnez-moi, tout le monde comprend ce que vous voulez dire, mais je vais quand même poser la question. Quand vous dites c'est toujours le même type de personne, est-ce qu'on peut mettre des mots plus précis sur ce que vous dites, que chacun comprend, sans jamais ne citer précisément les choses ? Parce que, est-ce que je sais de quelle origine sont ces personnes ? Non, mais ce que je sais, c'est que ça ne ressemble pas au profil de Jean-Eudes, ça ne ressemble pas à un Suédois. Et puis, ce sont souvent des personnes qui, j'ai l'impression, parlent... Enfin, voilà. Moi, je parle chinois, anglais, je parle plusieurs langues, italien, mais je ne parle pas leur langue. Donc, quel âge ont ces jeunes gens ? Parce que ce qui est frappant quand même, c'est que vous avez une nouvelle jeunesse aujourd'hui qui est tout simplement mal élevée et mal éduquée. Voilà. Et ça n'existait pas dans les années 70. Bon, puisque l'immigration des années 70, notamment l'immigration de l'autre côté de la Méditerranée, ne produisait pas les mêmes éducations qu'aujourd'hui. Alors, il y a des choses qui ont changé, manifestement, il faudrait expliquer pourquoi, mais ça, c'est un phénomène nouveau. Il a peut-être 5 ans, 10 ans, mais il y a des jeunes gens qui sont particulièrement mal élevés. Et quand je dis mal élevés, en fait, ils ne sont pas du tout élevés. Donc on ne leur a pas appris les règles, on ne leur a pas appris on ne leur a pas appris comment se conduire en société, on ne leur a pas appris la frustration, on ne leur a pas appris plein de choses. Et effectivement, notamment avec les femmes, il y a une sorte de rapport de violence et de frustration qui se met en place, qui est assez dangereux. C'est les témoignages que j'entends en tout cas et dont vous êtes le symbole à l'heure du déjeuner. Tout à fait. Et donc ils sont non seulement misogynes, mais en plus ils n'ont pas peur puisque personne ne les arrête. Là, il y a Elisabeth Borne qui a 1 million d'euros de budget pour lutter contre les violences faites aux femmes et ils nous ont pondu
3 tracts et un podcast. On voudrait des caméras, on voudrait des sanctions lourdes. On se sent abandonné par la justice. Et Oui, mais là, c'est un travail d'éducation, c'est même pas la justice. En fait, c'est toute une génération, j'ai envie de dire, qu'on a perdu le fil avec une génération et il va falloir reprendre quasiment à zéro avec une éducation différente. Mais à force de dire qu'on n'aime pas la France, ni l'éducation, ni les valeurs et les bonnes mœurs, forcément, il n'y a plus de civilité. Donc, oui, c'est peut-être plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a un problème familial, pour tout vous dire, c'est que la famille a explosé parfois dans ces quartiers, que quand tu vois l'itinéraire personnel de ces gosses, tu t'aperçois que le père n'est pas là. Je crois que c'est Aldo Naouri, qui est un célèbre psy, qui explique que le problème des banlieues, c'est l'absence de père. Et il n'a pas tout à fait tort. Donc vous avez des mères... D'autorité. Et d'autorité, exactement. Vous avez des mères qui sont contraintes de travailler, qui ont parfois plusieurs enfants et qui ont du mal à transmettre forcément cette autorité parce qu'elles sont démunies. Suivant leur culture aussi, on ne frustre pas l'enfant mâle qui lui devient oui, mais c'était différent dans les années 70. Moi, j'ai connu des représentants de l'immigration qui ont aujourd'hui 50 ans ou 60 ans qui n'ont pas reçu la même éducation. C'est un phénomène assez nouveau. Je ne sais pas si c'est 5 ans, 10 ans, mais vous savez, quand je rentre, quand je vois parfois des Français issus de l'immigration qui ont 60 ans, ils ne me parlent pas de la même manière de leur vécu que celui qui est aujourd'hui. C'est ça, le grand paradoxe, c'est que la 3e ou la 4e génération s'intègre moins bien que celle qui est arrivée en premier. Donc, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Je le constate aussi. Et tout je suis là de constater que ce sont des personnes qui elles-mêmes ne marient pas les modes culturels, disons à la française, et l'image de la femme qui est associée, alors que peut-être leurs parents, eux, justement, avaient envie de se marier avec ça, c'est-à-dire d'épouser peut-être cette culture. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, cette 3e génération se permet de violer la loi. Il suffit même d'ailleurs de voir ce que Mme Chapa a dit sur l'aveuglement des violences sexuelles et des origines ethniques par les mouvements féministes. Mais il y a un sujet que vous pourrez voir. Il y a une jeune femme qui s'appelle Razika Adnani. Adnani, c'est cela. Elle est membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Elle est écrivain, philosophe, islamologue. Et elle a fait tout un papier dans Atlantico sur la frustration sexuelle, énorme tabou, pourtant au cœur de bien des violences dans les quartiers. La sexualité dans les quartiers est un sujet peu abordé alors qu'il explique bien des mots. Dit-elle. Donc ça rejoint un peu ce que vous dites et je pense que vous pourrez lire ce papier, Audrey. Tout à fait. En tout cas, ce qu'on voit, c'est les conséquences, notre peur, le fait qu'aujourd'hui, on n'ose même plus bien s'habiller. Je ne parle pas de sexy ou quoi, je parle d'être élégante, puisqu'on a peur de se distinguer, on a besoin de se fondre et ça nous fait très peur au quotidien. Si on a des enfants, on a peur d'avoir une fille, qu'elle se fasse. Quel est l'avenir de ces personnes, de nos enfants dans cette situation tendue, dans cette tyrannie d'atmosphère. Je vous remercie beaucoup. On va marquer une pause. Je cite Razika Adnani. La frustration sexuelle explique assurément bien des mots. La violence est l'un de ces mots. Le tabou de la sexualité dans les sociétés musulmanes s'explique par le poids de la religion. En islam, les relations sexuelles en dehors du mariage sont proscrites, comme c'est inscrit dans le verset 32 de la sourate 17, repris par les religieux et les juristes. La montée du conservatisme et du salafisme accentue assurément le phénomène. La situation est certainement difficile pour les jeunes qui ont fui leur pays à la recherche de liberté, qui atterrissent dans des quartiers où ils retrouvent les mêmes interdits, les mêmes tabous. Ils trouvent surtout un discours religieux. Et du coup, ils violent les femmes. Alors ne généralisons pas, bien évidemment. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut pas oublier les victimes, en fait. Et c'est ça qui m'agace dans cette société, c'est qu'on va tout le temps victimiser les agresseurs et les victimes, les femmes, elles se soumettent, en fait, pour mieux être libres. Et puis les féministes, effectivement, ont parfois des discours complaisants, bien sûr, mais aussi défendent certaines victimes et moins d'autres. C'est ça qui est frappant chez les féministes, qu'on entend assez peu sur ce qui peut se passer, notamment dans les quartiers. Il est 11h22. Je vous remercie beaucoup, Audrey. Merci beaucoup. Merci Pascal. Une pause et à plus tard. Quoi, à plus tard, à tout de suite. À tout de suite, oui. À tout de suite. Plus tard. On revient. On revient, on espère. On espère être là. 11h, 13h, c'est Pascal Pro sur Europe. Europe 1, Pascal Pro. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1 et Nadine est avec nous en ligne et nous a contacté au 01 80 20 39 21 Pascal.
Nadine, bonjour. Oui, bonjour Pascal Pro. Vous nous Bonjour. appelez d'où, Nadine? Alors, je vous appelle de Paris. Ah. Ah. Non, mais c'est pas si fréquent, en fait. Bah oui, et quand vous même. vous êtes en train de travailler? Alors non, je travaille cet après-midi, j'ai cette chance. Et donc voilà, Et qu'est-ce que vous rejoins faites dans Paris? Et je suis pharmacienne. Ah. Et donc voilà, je travaillerai l'après-midi jusqu'à tard le soir. Ah oui, donc vous avez une pharmacie dans Paris qui est à vous? Et non, pas du tout. Je travaille chez un titulaire, je suis pharmacienne. Les et gens donc, sont gentils? voilà, de moins en moins, de plus en plus exigeants. Et à la mesure qu'ils n'ont plus d'exigences vis-à-vis d'eux, ils en ont de plus en plus vis-à-vis de vous. Ça, c'est Donc, je terrible. pense Quand on que- est confronté voilà. toute la journée, qu'on soit commerçant ou pharmacien, qu'on est confronté toute la journée aux uns et aux autres, j'ai l'impression qu'on perd un peu foi en l'humanité de temps en temps. Mais c'est pire que ça. C'est que en fait, j'ai l'impression, et on en reviendra pour quand on va parler de la justice, mais on a une France des devoirs, une France des droits. Et je peux vous dire que nous, en tant que professionnels de santé, on est dans la France des devoirs. Et en face de vous, vous avez une France des droits. Et cette France des droits, c'est des gens qui viennent récupérer leurs droits. Et souvent, on me dit, donnez-moi sur l'ordonnance ce à quoi j'ai droit. J'ai envie de vous dire, ce à quoi vous pouvez prétendre pour vous soigner. Absolument pas. Ce à quoi j'ai droit. Donc c'est du remplissage de sacs, c'est de la consommation. Et voilà, je rigole doucement, enfin je ne sais plus si je dois rigoler sur les sujets sur l'AME. Et voilà, donc en fait, tout le monde Pourquoi pense ça qu'on va- m'intéresse, ça? Pourquoi sur vous parce devez- qu'on soigne pas des miséreux. On va soigner quelques miséreux et je suis tout à fait d'accord que les traitements pour le sida, les traitements pour des maladies chroniques, les traitements pour l'hépatite, les traitements pour des cancers, je suis tout à fait d'accord que c'est tout à fait normal qu'on les prodigue. Et souvent, ce que j'entends, moi, et peut-être je vais en faire hurler plein, mais c'est comme ça, c'est vous pouvez me donner 6 mois parce que je pars en voyage. Qui c'est qui voyage 6 mois? Moi, j'ai droit à 5 semaines. Comment ça se fait qu'il y en a qui partent 6 mois? Et quand je vous dis deux France, une qui a des droits, une qui a des devoirs, voilà à quoi nous en sommes réduits. On en est réduit à remplir des sacs. Et remplir des sacs, ça veut dire que quand le médecin, alors il y a certains médecins qui font attention maintenant, mais il y en a beaucoup qui font pas attention. Et quand le médecin met 3 boîtes de Doliprane par jour pour un mois, et ben ça fait, on peut pas donner plus 10 boîtes par mois. Et vous avez comme ça des gens, on donne pas plus que 3 mois, qui partent avec 30 boîtes de Doliprane. 30 boîtes de Doliprane, c'est normal ça? Je vous Je veux assure. dire, on creuse le trou de la Sécu, mais bien on sûr. creuse notre trou en même temps. Hein. Mais c'est enfin, terrible bon, parce que bref. ces témoignages du terrain. Ce n'est pas le sujet. Mais non, mais ces témoignages du terrain, alors est-ce que ça a toujours existé ou pas, je n'en sais rien, mais ces témoignages du terrain que vous apportez d'une pharmacienne qui dit la réalité, évidemment, posent problème et font froid dans le dos. Mais vous, effectivement, vous avez appelé pour ce sondage. Plus d'un Français sur deux ne fait pas confiance à la justice. C'est l'Institut CSA pour CNews qui a fait cette enquête. La majorité des sondés se réclamant de droite indiquent ne pas faire confiance à la justice d'une manière encore plus forte d'ailleurs. Quel est votre sentiment ? Alors mon sentiment, ça rejoint un peu ce dont on vient de parler, quoi. Mon sentiment, c'est que j'ai une petite expérience à partager. J'ai été jurée d'assises il y a 10 ans de ça. Et ben, dites-vous que c'est les assises, hein, premier jour de la session d'assises, on vous propose, c'est pas obligatoire, de visiter une maison d'arrêt pour vous sensibiliser aux conditions de détention. Enfin, on est face à des gens qui sont face aux assises. Eh bien, on vous demande en premier lieu d'être sensible aux conditions de détention. On parle de violeurs, on parle de tueurs, on ne parle pas de vol de sac à main. Voilà comment fonctionne la justice. En fait, tout est jugé à l'aune du misérabilisme et de l'angélisme, le même que celui de l'AME. Le misérabilisme et l'angélisme. Ce sont ces armes qui se retournent contre nous et qui sont exactement le problème de notre société actuelle. Le problème aussi de la jeune femme Audrey qui parlait de ces agressions au quotidien qui ne sont pas sanctionnées parce que c'est l'angélisme et le misérabilisme. Donc c'est toujours en fait des personnes qui sont des victimes de la société et la société est coupable de les avoir amenées là où elles en sont aujourd'hui. Et donc, on est bâillonné avec un bâillon de la trouille aussi qui est quand même bien énorme, qui fait qu'on a tellement peur des soulèvements comme ce qui a pu se passer pendant les émeutes que tout le monde est là. Enfin, tout le monde, non. La justice, on a une justice d'extrême gauche, on le sait aujourd'hui. Et cette justice d'extrême gauche va vous expliquer
que en fait, ce sont des victimes de la société est coupable, et donc la société doit payer pour sa culpabilité et laisser ces pauvres misérables qui sont en train de foutre un boxon dans le pays comme on n'a même pas idée, on n'a même pas le droit de le dire, on n'a pas le droit de dire que pour Thomas, il s'agissait de personnes qui n'avaient pas été élevées comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc non seulement il n'y a pas d'éducation... Audrey, je vous coupe parce qu'il faut que laisser passer une... Audrey, je vous coupe. Audrey, Nadine, pardonnez-moi, je vous coupe. La pause et on revient tout de suite. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1. Nadine, pardonnez-moi, je vous ai coupé un peu sèchement, mais on a parfois des impératifs et vous allez pouvoir reprendre évidemment le fil de cette discussion, de votre intervention. Bon, c'est vrai que toute la justice n'est évidemment pas d'extrême gauche non plus. C'est-à-dire que la difficulté de ces sujets, c'est toujours la généralisation. Mais forcément, il y a effectivement une inclinaison que vous avez dite et que je peux partager, de toujours considérer au fond que c'est la société qui est responsable des uns et des autres, et que si vous avez un délinquant, c'est parce que la société ne l'a pas assez bien formé qu'il l'est devenu, et que notamment pour des raisons sociales. Bon, effectivement, c'est un avis qui domine dans l'espace médiatique, Nadine. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on peut penser d'autre ? Qui sont les 50% de Français qui font confiance ? Il n'y a pas 50% qui votent LFI. Qui sont ces 50% de Français qui font encore confiance à la justice ? Je ne sais pas. De tout ce qu'on peut voir, je ne sais pas. C'est sûr, en tout cas, qu'on a tous le sentiment que c'est mieux si jamais on a affaire à un juge d'instruction, parce qu'on a parfois le sentiment que ça peut être pile ou face. Oui, tout à fait, mais tout est vu sous un prisme. Il n'y a pas de... Je veux dire, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas comme ça que ça doit se passer. On doit avoir affaire à des gens qui sont là pour juger en leur âme et conscience. C'est surtout le travail du juge d'instruction. Moi, je suis frappé. Tous les avocats que je connaisse me disent tous, les juges d'instruction instruisent à vous charge. Tricotez. À et charge. oui, bien sûr. Alors qu'ils doivent instruire, on le rappelle, à charge et à décharge. Donc, c'est le principe de l'honnêteté intellectuelle. Bon. Mais c'est des hommes, vous savez, la justice, ce sont des hommes, et elle est faite par des hommes. Et que les hommes... compliqué. Le prisme est très compliqué quand même. Je veux dire, on assiste quand même à des choses qui sont très difficiles à vivre. Bon, Nadine, vous allez aller où, votre pharmacie? Dans quel arrondissement? Elle est dans quel... Dans le 20e. Dans le 20e. Bon, vous nous écoutez sur Europe 1? Oui. Parce que je vous rappelle que c'est Europe 1. Entre 11h et 13h qu'il faut écouter tous les jours. Est-ce que dans la pharmacie on écoute Europe 1? Non, pas du tout. Non, pourquoi vous mettez pas? Il y a pas une. Vous mettez pas une petite. Il y a un fond musical, mais à peine. Non. Faut mettre un petit transistor. Oui, il faut mettre un petit. Parce que vous savez que même dans des cages où il y a des pandas, on écoute Europe 1. On écoute Europe 1. Il y a une enceinte. Il y a une enceinte pour écouter Europe 1. Bien sûr. Bon, écoutez, à quelle heure vous reprenez? 14h? Oui. Et la pharmacie est ouverte jusqu'à quelle heure? 20h. Bon, ça n'a pas l'air de vous enchanter. Si, quand même. Vous êtes content, vous aimez votre métier? Oui, quand il se passe normalement, j'aime mon métier. Quand j'ai des gens incorrects ou des gens qui arrivent avec les écouteurs dans les oreilles et qui disent non, mais parlez, ça me gêne pas. C'est incroyable. Il y a des... Oui, enfin, c'est quand même des incivilités au quotidien. C'est ça, mais je vous assure, faudrait vraiment mettre aujourd'hui des caméras un peu partout et sensibiliser les gens tout simplement au civisme. Je veux pas citer des auteurs, mais je crois que le civisme, je crois que c'est Confucius qui disait que c'était la première règle dans une société. Oui, c'est lui. Qu'on recevra demain. Évidemment. Est-ce que vous pouvez l'avoir? Oui, je l'ai contacté sur Facebook, là, on est en train de se parler. C'est vrai que c'est un vrai problème d'être tout simplement... Alors, on est tous capables d'incivilité, je suis sûr que tous, on est capable de manquer à la courtoisie de temps en temps, en voiture, dans le train, que sais-je, etc. Mais quand même, si nous pouvions tous collectivement faire en sorte que
de penser qu'on ne vit pas tout seul. Ce qui n'existe pas partout. Hein. Vous allez en Allemagne, moi je suis frappé, alors je ne suis pas allé en Allemagne depuis très longtemps, mais j'ai été resté en Allemagne en 2006. Ça m'avait frappé pendant toute la Coupe du Monde allemande. Combien il y avait une forme de respect de l'autre. Et tu vois ça quand tu vas dans des clubs de vacances. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Mais tu vois que les Russes ne se comportent pas comme les Italiens, qui ne se comportent pas comme les Allemands, qui ne se comportent pas comme les Anglais, qui ne se comportent pas comme les Français. Parce que dans des clubs de vacances, il y a parfois toutes les nationalités qui sont mélangées et tu vois le niveau de sophistication des uns et des autres. Et ça s'appelle la civilisation. Il est 11h36. Et avant de marquer la pause sur Europe 1, une petite annonce antenne, oui. Cette année, Europe 1 vous offre son... Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce qu'on va pas faire une pause à 11h37, on vient d'en faire une. Ah mais oui. On va pas toujours être en pause. Ah bon? Je voulais faire une petite pause pipi. C'était DJ Fab qui l'avait dit en fait. À mon âge, il faut faire des pauses régulièrement, vous savez. Ah bah oui, DJ. Vous êtes assis aujourd'hui là? Oui, mais je peux me mettre debout. Non mais d'habitude vous êtes debout quand vous orchestrez derrière votre pupitre. D'accord, je me mets debout. Ah non mais là vous êtes bien là. Et vous avez une cravate aujourd'hui en plus? Non. Ah non, pas du tout. Ça doit être une tâche. Une tâche. Bon, on va parler de la crèche de Noël? Oui, dans un instant. Voilà, et en parlant de Noël, Europe 1 vous offre votre plus beau Noël cette année, Pascal. Exactement. Écoutez bien, dès le 11 décembre, vous allez à tout moment pouvoir jouer et gagner pour vos proches, les plus beaux cadeaux, comme un iPhone 15, des montres connectées, une PlayStation, des dîners gastronomiques. Et pour participer, dès le lundi 11 décembre, vous vous inscrivez dès maintenant par SMS en envoyant Noël au 739 21. Noël au 739 21, c'est 3 fois 75 centimes. Quel est le plus beau cadeau de Noël que vous ayez reçu, Géraldine? Le plus beau cadeau de Noël? Oui. Oh là là, alors, aucune idée. Non, et vous? Monsieur Olivier, quel est le plus beau cadeau de Noël que vous ayez reçu? Une PlayStation. Vous savez ce que c'est? Une PlayStation? Oui, c'est une console de jeu, oui. C'est ce que c'est? Oui, c'est le plus beau. Oui, ça, je me doute que c'était pas un livre de la Pléiade. Et DJ Fab, quel est le plus beau cadeau de Noël? Ma femme qui m'a annoncé qu'elle était enceinte. Ça c'est bien ça. Il est malin, c'est beau. ce DJ Fab. Et j'étais rassuré quand elle a dit que j'étais bien le père. Il est malin. 11h38 la pause. Vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. Et vous réagissez de 11h à 13h avec Pascal Pro 01 80 20 39 21. Avant de parler des crèches, hier, la députée de la France Insoumise, Caroline Fiat, a interpellé Elisabeth Borne en train de vapoter à l'Assemblée alors qu'on présentait cette semaine le plan contre le tabac. Pensez-vous réellement, Madame la Première ministre, sincèrement, alors que le ministre de la Santé hier, pour des raisons de santé publique, a annoncé qu'il ne fallait plus fumer sur les plages, aux abords des bâtiments publics. Sincèrement, ici, nous écrivons la loi. On n'est pas au-dessus des lois. Vapoter dans cette enceinte, pendant que je suis en train de vous parler, c'est un mépris total. C'est un mépris total. Et pour rappel, c'est pas bon pour la santé. Bon, est-ce que Madame Borne a répondu ou pas? Non. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela. C'est sûr que Madame Borne doit respecter la loi. En même temps, je trouve que cet esprit-là en dit beaucoup de la société française d'aujourd'hui. Et que je ne sais pas si cette dame est fière d'elle d'interpeller le Premier ministre, la Première ministre sur ce thème-là, mais je trouve ça un peu médiocre, si vous voulez mon sentiment.